Alors bonsoir tout le monde. Merci d'être venus malgré les embruns et la grêle. Climat maritime pour parler de Saint-Pierre-et-Miquelon. Moi je m'appelle Roland Smith, je suis membre de la Société d'Histoire de Toronto. Et parmi mes tâches, j'organise notre saison de conférences annuelles. Nous faisons des conférences à l'Alliance de septembre à mai. Alors, je regardais mes dossiers. J'ai contacté M. Cormier en janvier 2018 pour préparer la saison septembre 18, mai 19. Alors, nous voilà à la dernière conférence de notre saison. Ce sont des efforts, mais tout le monde, quand les gens disent « Oh ben, mai 2019 », en ce moment, ils sont en train de dire « mai 2020 ». J'ai dit, c'est à prendre ou à laisser? Alors, est-ce que j'ai besoin de présenter M. Cormier? Rapidement. Alors, donc, il est bien né sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui. On oublie qu'il y a plusieurs, que c'est vraiment un archipel. Oui. Il y a des îlots, il y a des îles, il y en a qui ne sont pas habités, il y en a qui ont des oiseaux, il y en a qui n'ont rien, de la roche. On dit souvent un archipel perdu. C'est souvent l'adjectif qui suit la description de Saint-Pierre-et-Miquelon. Eh bien, ce n'est pas un archipel perdu parce que c'est seulement à 19 km des côtes de la Terre-Neuve. C'est pas loin. Non. C'est pas loin. C'est pas isolé comme on peut penser. Alors, M. Cormier est né à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il a fait des études à Bordeaux. Et je précise surtout pas en histoire, mais en biologie cellulaire et physiologie. Oui, c'est ce que j'allais ajouter. Mais plus tard dans votre vie, j'ai vu que vous étiez associé au Beaujolais. Oh, c'est possible, Oui, à travers l'Union des Français de l'étranger. Oui. Alors, il est président de l'Union des Français. Ancien président, la présidente est ici. Ok. Monica. Alors, ancien président de l'Union des Français à l'étranger. Il est aussi conseiller consulaire. Ah, mais pas de politique ce soir. Ah non, oh, surtout pas. Surtout pas. Non. Alors, vous résidez à Toronto depuis quand? 25 ans? 1991, septembre. Ok, oui, ça fait presque 30 ans. Voilà. Ok, presque 30 ans à Toronto. Vous avez souhaité devenir conseiller municipal, vous avez essayé? Ah oui, ça c'était une histoire amusante, ça serait une autre présentation. Oui, non, on regarde avec le changement des circonscriptions, c'est absolument... il y a une histoire. Hein. Le fait que vous ayez essayé d'être conseiller municipal, ça veut dire que vous avez Toronto à cœur. Tout à fait. Et surtout, il souhaite préserver notre patrimoine historique et culturel. Alors, sur ces mots, merci madame. On va vous suivre à Saint-Pierre. Très bien, merci beaucoup. Merci bien. Je vais m'asseoir parce que ça, je vous préviens, ça va être long. Alors, donc avant d'aller un peu plus loin, je remercie la Société d'Histoire pour cette invitation et je remercie l'Alliance française de Toronto. Et je vais faire une petite dédicace ce soir à Jean-Yves Ribaud, qui a écrit un livre en 1962. Enfin, il a écrit en 1960 pour sa mémoire de thèse. Et il a donc passé quelques années dans les fonds qui se trouvent à Paris, de l'outre-mer, etc., pour écrire un petit fascicule qui est un peu oublié aujourd'hui, mais c'est une pièce maîtresse de l'histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais il avait des ambitions assez précises. Il voulait couvrir des origines jusqu'à 1814. Il n'a pas voulu aller plus loin. Il voulait surtout traiter de l'ancien régime à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est décédé le 9 avril dernier. Et donc j'ai fait un petit article, si vous voulez, sur mon site web consacré à l'histoire. Je vous donnerai l'adresse tout à l'heure. Mais c'est un monsieur qui semblait absolument formidable. Je regrette de ne pas avoir eu une relation épistolaire avec lui. Alors, venons-en, Saint-Pierre-et-Miquelon. Eh bien, on va commencer tout d'abord un point de vue européen. Comprenez qu'on est au 15e, 16e siècle, bien au-delà, si vous voulez, de l'océan Atlantique, de la dorsale médio-atlantique. Il y a un continent et surtout un énorme plateau continental, le plateau de Terre-Neuve. Alors, ces eaux étaient si riches en poissons qu'elles ont engendré une véritable ruée vers l'or blanc, si on peut appeler ça, dès le XVIe siècle, avec, sur cette immense plaine, au nord, les îles peu hospitalières de Terre-Neuve, et à quelques lieues au sud, eh bien, Saint-Pierre-et-Miquelon, petit territoire, à l'époque, étaient tout simplement des îles environnantes, si vous voulez, par rapport à Terre-Neuve. Eh bien, un petit peu de poésie. Donc moi, je dis toujours, c'est un pays qui est grand comme un demi-alexandrin, Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce territoire à part entière est le dernier morceau de la Nouvelle-France, encore sous le drapeau français aujourd'hui.
Certains diront, pas moi, que c'est un anachronisme historique, que c'est un artefact géographique. Pourquoi ? Une raison bien simple, la morue. Rien d'autre que la morue. Eh bien, on va commencer avec le fait que c'était une balise côtière. Dès les premières explorations, les Européens qui sont venus en Amérique du Nord, ils ont remarqué ces îles. Elles se trouvent de manière démesurée, exagérée sur les premières cartes, on le verra tout à l'heure, parce qu'évidemment, c'est les premières choses qu'on trouve, on les exagère. Et au fil du temps, elles sont un petit peu tombées dans l'oubli. Et elles sont devenues l'objet pratiquement de toutes les convoitises entre les Anglais, entre les Français, à travers les siècles. Elles sont tombées dans l'oubli par certains moments, et puis ensuite, elles sont retrouvées sur la première page du New York Times le 25 décembre 1941. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. Alors, quelle autre contrée peut se dire de l'histoire des États-Unis, du Canada, de la France ? Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est la Ve République. Les premiers qui votent à toutes les élections présidentielles, parce que c'est UTC -2, -3, donc avant même l'Amérique, avant même les Caraïbes, avant la Guadeloupe, la Martinique. Mais ce fut Vichy, ce fut la France libre, ce fut la Prohibition, la Troisième République, le régime concordataire. Oui, on est encore sous le régime concordataire à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le Second Empire, la Restauration, la Révolution, les déportations acadiennes, le traité de Paris et de Versailles, et bien sûr le traité d'Utrecht. Et Saint-Pierre-et-Miquelon, le seul territoire avait accueilli un réfugié politique du FLQ. Si. Alors, on va tout d'abord commencer avec quelques informations générales. Là, on sort un petit peu de l'histoire. Saint-Pierre-et-Miquelon se trouve donc à moins de 20 km, donc 19 km des côtes de Terre-Neuve. Quand j'étais au lycée à Saint-Pierre-et-Miquelon, je regardais par une énorme fenêtre comme celle-ci, et pendant qu'on parlait de Louis XIV, je voyais Terre-Neuve à l'horizon. C'est 46 degrés nord. Alors, ça ne veut rien dire comme ça, 46 degrés nord. Mais pour le comprendre, c'est au sud de Nantes, c'est au sud de Paris. Saint-Pierre-et-Miquelon est au sud de Paris. La latitude, 56 degrés ouest, altitude moyenne 30 mètres, la plus grande montagne, c'est le membre de la grande montagne à Miquelon, 240 mètres, superficie 242 km². Alors pour le situer, c'est moins que Malte, moins que les Maldives, mais un petit peu plus que Liechtenstein. Voilà. On est très fiers de ça, tout le monde le sait à Saint-Pierre. On est plus grand que Monaco, tant pis pour Monaco et le Vatican, mais ça, c'était pas difficile. C'est à peu près le double la surface de Paris, puis à peu près la moitié de la superficie de Toronto. Et la population, elle oscille entre 5 et 6 000 habitants, un nombre si faible qu'autrefois une encyclopédie française de piètre qualité avait préféré lui attribuer son code postal, c'est-à-dire 97 500. Imaginez, ils sont en train d'écrire une encyclopédie, 6 000, ah non, 6 000 c'est pas possible. On va mettre le code postal, avec 97 500. Le climat est subarctique, c'est une très forte influence du courant glacial du Labrador, qui déplace le Gulf Stream à 200 km au sud. Mon père me disait toujours, si Saint-Pierre-et-Miquelon était 200 km au sud, nous serions une île pratiquement tropicale. Évidemment, l'eau, elle part vers l'Europe pour réchauffer de manière pratiquement de la Norvège jusqu'au Portugal, alors qu'ici, c'est autre chose. Alors, la géologie complexe, très rapidement, la géologie, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, elle est extrêmement complexe. Elle fait partie, si vous voulez, des Appalaches. Cette ancienne montagne qui allait, on va dire, du sud des États-Unis jusqu'à la Norvège, c'est la même montagne qui a été divisée sur le plan géologique. Vous avez tout à fait au nord donc des roches métamorphiques, vous avez des rhyolites intrusives à la fois sur Miquelon et sur Saint-Pierre, et l'Anglade qui est une île mais complètement à part du point de vue géologique. Vous allez retrouver des roches sédimentaires, notamment des fossiles de la famille Paradoxides, c'est ce qu'on appelle les fameux trilobites, qu'on trouve à la fois à l'Anglade et aussi du côté de Fortune. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Saint-Pierre, il y a autant de noms de lieux sur l'archipel qu'il y a au large. C'est que notre espace, ce n'est pas juste l'archipel, ce sont les bancs de Terre-Neuve. Jeune à Saint-Pierre, j'entendais donc la météo de Saint-Pierre, on entendait bien sûr la météo locale, mais on entendait toujours la météo du banc Invert, le banc Gros, toutes ces zones avoisinantes qui sont sous-marines, mais qui sont des zones réelles. Ce plateau est immense, il se trouve entre 50 et 100 mètres de fond, c'est rien. Et c'est une des plus grandes zones de la planète par rapport à la superficie de ce plateau. Le reste de l'océan se trouve bien évidemment des milliers de mètres sous la mer, et cette zone était entre 100 et 150 avec quelques chenals. D'ailleurs, si vous voyez, le canal Laurentien, c'était l'ancienne embouchure d'une rivière d'autrefois, qui aujourd'hui est ensevelie. Les Grands Monts de Terre-Neuve, en fin de compte, c'est un morceau de Terre-Neuve qui n'est pas remonté après la glaciation. Alors, sur le plan politique institutionnel, c'est un territoire qui a un statut particulier. Depuis le 2 mars 1982, ce n'est pas un département, ce n'est pas un territoire. Ces îles ont une autonomie fiscale. Il n'y a pas de visa Schengen pour Saint-Pierre, c'est un territoire à part, donc il y a bien un visa pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
Vous allez sur le site du consulat, vous verrez que c'est particulier. Il est représenté par un député, un sénateur, un conseiller économique et social. Le territoire a aussi 2 assemblées municipales, une assemblée territoriale et bien évidemment une préfecture, un service des douanes, un régime de sécurité sociale locale, la police des frontières, la gendarmerie, tout ce qu'il vous faut dans une sous-préfecture ou une préfecture nationale. Alors, évidemment, en parlant d'histoire, il faut parler des autochtones. Je ne vais pas m'y étendre parce que c'est un dossier à part qu'il faudrait pratiquement 1 heure à présenter. Mais c'est la conséquence d'un certain nombre de découvertes qui ont été faites, d'ailleurs, pour mon ancien prof d'histoire-géographie, M. Jean-Louis Rabotin, dont je garde un excellent souvenir. Et lors de recherches qu'il faisait sur le Quaternaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment au nord de Saint-Pierre, dans la région de l'Anse-Saint-Henri, eh bien, ils ont fait la découverte de flèches, de différents objets, qui ont été étudiés par la suite par des archéologues terneviens. Et donc, il y a des Amérindiens de l'archaïque maritime, donc de 3000 à 1200 avant l'ère moderne. Les Indiens on appelle ça l'Indien récent, donc jusqu'à 1500, paléo-esquimaux anciens, ce qu'on appelle Gros Water, les paléo-esquimaux du Dorset, donc vous voyez, il y a différentes peuplades qui sont venues à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais il semblerait que ce soit des installations saisonnières, c'est-à-dire qu'on venait à Saint-Pierre l'été et on retournait sur la grande île de Terre-Neuve. Donc voilà pour la partie préhistorique. On va venir donc à l'histoire plutôt européenne de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et je commence, contrairement à d'autres historiens, parce que Saint-Pierre, on a l'habitude de dire que Saint-Pierre-et-Miquelon a été découvert par Faguendès, 1520-1521, et que Jacques Cartier a pris possession des îles. C'est complètement faux, archi faux. Pour commencer, moi je dis que les îles ont sans doute été aperçues par Giovanni Caboto, John Cabot pour les intimes. C'est un explorateur, c'est un Christophe Colomb, mais version anglaise pour le roi Henri VII, qui s'est promené un petit peu, on ne sait pas si c'est 1, 2, 3 voyages, il y a des historiens qui travaillent sur cette question-là depuis plusieurs siècles. Il est venu au nom du roi Henri VII d'Angleterre, qui est beaucoup plus intéressant à mon avis qu'Henri VIII, et il avait cette idée de faire concurrence aux Espagnols, puis d'aller découvrir des terres comme les Espagnols. Et donc il avait embauché ce Giovanni Caboto, qui est parti avec les marchands de Bristol. Évidemment, il y a des textes contradictoires. La seule carte qui existe, c'est celle-ci. Alors si vous reconnaissez l'Amérique du Nord, chapeau. C'est ce qu'on appelle la carte de Juan de la Cosa, qui se trouve aujourd'hui au Museo Naval de Madrid. Et bien évidemment, on y montre les superbes découvertes des Espagnols, de Christophe Colomb. Et la partie qui est au nord, là, vous voyez, un petit peu bizarroïde. Voilà, oui, cette partie ici, il semblerait que ce soit une épure de la carte qui avait été rapportée par John Cabot. Et vous n'imaginez rien, ce sont bien des drapeaux anglais. Alors vous allez me dire, mais non, c'est pas un drapeau anglais, tu dis n'importe quoi. Eh bien, le drapeau anglais de l'époque d'Henri VII, c'est celui-ci. Donc c'était 2 quartiers avec la fleur de lys et 2 quartiers avec des griffons. Donc vous remarquez que ces drapeaux se trouvent ici et il y a une inscription qui dit mer découverte par les Anglais. Alors sur cette carte, alors il y a certains qui ont dénombré tout un tas de toponymes. On n'y comprend pratiquement que dalle. Il y a le Cap d'Angleterre, il y a l'île verte, et puis il y a cette île bizarre qu'on appelle l'île la Trinité. Illa de la Trinidad. Moi, je suis intimement convaincu, comme William Francis Ganong et d'autres historiens, qu'il s'agirait de Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, pour le prouver de manière définitive, il va falloir encore faire quelques recherches supplémentaires, donc j'attends impatiemment ma retraite dans 4 ans. Je vais continuer juste pour vous donner un petit peu une idée de comment je vois cette carte-là. Donc je fais un tracé parce que c'est une carte qui est rectilinéaire, alors qu'il n'y a aucune côte rectilinéaire à l'est du Canada et des États-Unis. La seule côte qui est rectilinéaire et qui est horizontale, si vous voulez, si on prend cette orientation-là, ça serait donc le sud de Terre-Neuve. Et donc c'est comme ça que moi je déduis que peut-être que Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a 3 îles, île de la Trinité, serait sur la carte de 1500. Alors évidemment, c'est mon point de vue, c'est mon biais, je le défends. C'est comme ça. Alors évidemment, il y a d'autres cartes qui ont été établies par la suite, comme celle de Johannes Ruysch, excusez la prononciation, 1507. Aucun nom, mais un tracé qui est bien évidemment celui du Cap-Breton. On reconnaît Burin, la péninsule d'Avalon, et puis ce qui serait Saint-Pierre-et-Miquelon. Même genre de carte, 1507, vous avez Maggiolo. Encore une fois, une côte avec 3 îles. On reconnaît presque le Barachois de Saint-Pierre. Et elle n'a aucun nom, il n'y a rien. Il y a juste des îles en couleur. Allez savoir si c'est Saint-Pierre ou pas. Moi, je suis convaincu. Alors, d'autres explorateurs sont venus après Giovanni Caboto. C'était une véritable bousculade. En 1500, il y a eu les frères Gaspard et Miguel Cortereal qui sont perdus. D'ailleurs, il y en a un qui est parti, il s'est perdu. L'autre est allé le chercher, il s'est perdu. Il y a eu Jean-Denis de Honfleur en 1506, Thomas Aubert de Dieppe en 1508. Et on arrive à Faguendès en 1521.
qui a nommé les îles du nom, qui fait rire toujours à Saint-Pierre-et-Miquelon, des 11 000 Vierges, en l'honneur de Sainte Ursule. Alors, il y a une petite parenthèse à faire ici. C'est une très vieille légende du Moyen-Âge. Apparemment, il y avait 11 vierges qui avaient été sauvées par Sainte Ursule, et quelqu'un avait inscrit dans une église sur le mur XIMV, donc c'était 11 martyrs et vierges, puis après c'est devenu XIM 11 000, donc c'est devenu 11 000 vierges, qu'on appelle une inflation virginale. Vous avez ici donc l'évolution du nom à travers les années. J'ai répertorié toutes ces cartes à mes heures perdues. Le nom existe encore aujourd'hui, figurez-vous. Ça s'appelle l'île de Burgeo. Burgeo vient de Virgin, Vierge, les îles Vierges. Donc le toponyme a été récupéré par Burgeo. Alors, on arrive donc aux cartes suivantes. Miller-Reinl, 1521, donc c'est clairement 11 000 vierges. En plus, ils rajoutent des îles qui n'existent même pas, c'est pas grave. Ricardiana, 1534, on est à peu près aux années des découvertes ou des explorations de quartiers. Voilà, 11 Virgines, vous avez le Cap-Breton, vous avez Terre-Neuve. Et ensuite, voici une description de 1541 par Alonso de Santa Cruz. Oui, il vous décrit las Islas de las Virgenes, alors vous excusez mon espagnol, mais en gros, c'est le cap de Sainte-Marie. Tout le monde connaît la baie Sainte-Marie si vous êtes de Terre-Neuve. Une fois que vous avez passé cette baie, il y a 3 îles qui sont comme un triangle, chacune d'à peu près 8 lieues de large, qui forment pratiquement un triangle, voilà, qu'on appelle les 11 000 Vierges, qui sont complètement dépeuplées aujourd'hui, sans véritable, provecho, ça serait peut-être sans matière première. Autour de ces îles, il y a une grande abondance de poissons, pour laquelle viennent tous les ans des Bretons et des Irlandais autour de ces îles. Voilà. Donc voilà pour la parenthèse, on va dire, lusitanienne, avec les explorations donc, de Faguendès. Et on va passer directement donc, à notre explorateur qui est venu au nom de François Ier, monsieur Jacques Cartier. Alors, on dit toujours Saint-Pierre a été prise de possession par Jacques Cartier, c'est encore archi faux, c'est du n'importe quoi, c'est du romantisme nationaliste. Le texte est très très clair, tout à fait à la fin de la relation de Jacques Cartier, en juin 1536, il dit bien « Nous fûmes aux dites îles », c'est-à-dire que les îles étaient bien connues par les marins, où trouvâmes plusieurs navires de France que de Bretagne. Alors il y a des spécialistes qui ont passé des heures et des heures pour vous dire « Est-ce que c'est la France et la Bretagne ?» Ou vu que la Bretagne faisait partie de la France, est-ce que c'est la France et la Grande-Bretagne, donc des Français et des Anglais? Laissez-les se battre dans leurs articles respectifs. Il dit de France et de Bretagne, depuis le jour Saint-Barnabé, 11e jour de juin, jusqu'au 16e jour du 10 mois, et à Paréam, des dites îles, et vîmes au Cap de Race. Donc moi, je considère Cartier comme étant le premier touriste de Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, suite à son exploration, écoutez, il y a quelques cartes qui ont commencé à reprendre le toponyme Saint-Pierre. Donc ça, c'est la carte de Vallard en 1547. Et le nom, si vous voulez, à partir du moment où le nom est dans l'usage des marins et qui se retrouve sur une carte géographique, en général, il y a 10, 15, 20 ans qui vont séparer les événements. Les cartographes, souvent, aiment donner des noms. On l'a vu la semaine dernière dans le cas de la carte sur le lac Toronto. Eh bien, on aime donner des noms à des gens célèbres en Europe. Donc, on met des noms complètement imaginaires qui, de toute façon, finissent en désuétude, alors que les noms utilisés par les locaux sont vraiment spécifiques aux marins et finissent éventuellement par se retrouver dans les cartes officielles. Alors évidemment, il y a 2 types de cartes. Il y a ce qu'on appelle ici les portulans. Ce sont des cartes qui sont de l'intelligence militaire quelque part. On ramenait ces cartes au roi, aux souverains pour leur montrer ce qu'on avait découvert. Puis éventuellement, on en faisait des copies pour les marins. Mais pour la plupart, ils n'utilisaient pas ce genre de documents. Ils utilisaient plutôt des routiers. Nous en verrons 2 tout à l'heure. Les routiers, ce sont un peu des manuels. C'est le guide du routard, si vous voulez, pour les marins de l'époque. Alors, donc, Saint-Pierre a été... Dans un texte, celui de Jean-Alphonse en 1544, il décrit très bien ces îles. Donc il dit du Cap de Race aux îles Saint-Pierre, il y a 40 lieues. Si vous voulez aller par le détroit des Bretons, vous passerez au bord du Coulombier. Le Coulombier, donc le plus ancien nom, c'est Saint-Pierre, qui est encore en utilisation. Le deuxième plus ancien nom, c'est Colombier, le grand Colombier de Saint-Pierre-et-Miquelon. De quelque côté vous voudrez, donc c'est vrai, le Colombier, on prend par le nord, par le sud, il n'y a aucun danger. Et il est appelé Colombier parce qu'il y a Force-Oiseau, passerait entre les îles Saint-Pierre et la terre des dunes. Donc Miquelon-Langlade, à l'époque, c'est la terre des dunes. Donc on arrive maintenant au nom de... Alors je vous présente le routier, voilà, ça y est, on y arrive, le routier de Martin des Oyarzabal. Ce sont comme je vous ai dit, les guides du routard, ce sont des instructions maritimes. Alors vous voyez en ancien français ici, tu sauras que le Cap de Breton, les îles de Saint-Pierre gisent est-ouest, quart de nord-ouest et sud-est, et il y a 45 lieues.
C'est que des instructions comme ça. Gise le cap de Breton, l'île du Sable, le Nord-Ouest, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? Le cap de Breton et le pertuis de Miquetan. C'est la première fois que le nom Miquelon apparaît dans un texte, 1579. Gise la colombe de Saint-Pierre, le pertuis de Miquelon. Là, l'orthographe change, Miqueton, Miquelon. Ensuite, vous avez donc les îles de Saint-Pierre, le port de Bélin, donc c'est la Terre-Neuve. Et donc, c'est le premier texte qui parle de Miquelon. Évidemment, ça, c'est la version française. Puis, vu que la plupart des marins étaient des Basques, alors il a fallu traduire le texte en basque. Ça, c'est du Labourdin du XVIe siècle. Alors, ceux qui lisent le basque, j'imagine que vous êtes nombreux ce soir. Vous allez retrouver ici, donc, Alaber, San Peritaco, Columbia et Miqueleu. Donc, encore une fois, Saint-Pierre et Miquelon. L'entrée, etc. San Peritaco et Belingo. C'est les mêmes instructions que le routier précédent, mais traduits en basque, parce que les marins basques ne pigeaient pas un mot de français. Donc, on avait des textes en basque pour ces gens-là. On arrive donc maintenant, dernier toponyme. Alors, j'ai fait un peu l'historique de Miquelon. Bien sûr, on commence avec Martin de Oyarzabal. Miquelon sur la carte de Mason, puis bon, ça s'est stabilisé plus tard, Maquelon. C'est devenu donc Miquelon par la suite. Ensuite, il y a un dernier toponyme. Alors, celui-là, je m'énerve tout le temps parce que j'ai des prises de tête avec des gens sur Wikipédia qui me racontent que l'Anglade, c'est un nom d'origine du sud-ouest de la France, que ça vient de Carcassonne. Enfin, ils racontent n'importe quoi pour se rendre intéressant. Moi, je suis absolument persuadé que tout a commencé avec Terra England. C'est une île qui s'appelait la Terre anglaise. Sur toutes ces cartes-là, on dit bien dans une carte de Denis de Roti, où c'est clairement l'île de l'Anglade, on appelle ça le Cap d'Angleterre. Ça a été traduit, retraduit. Il y a l'île Anglois-Miquelon, comme le capitaine de Courcelles, Angoulé-Terraco pour Pierre d'Etcheverry, Cap d'Angleterre pour Pierre d'Etcheverry, l'Anglois, Cap de l'Anglais, l'Anglais de l'Anglade. Voilà. Donc c'est comme ça que le toponyme est passé par tout un tas de métamorphoses pour finir la version moderne, l'Anglade. Rien à voir avec le chevalier de l'Anglade, comme l'ont voulu croire certains. Alors, voilà, on est donc après Oyarzabal, etc., un petit retour en France. Donc, c'est la guerre des religions, c'est Henri II, c'est François II, Charles IX, Henri III, la France est à feu et à sang. Ce sont les guerres de religion. Donc, l'intérêt de la Renaissance de découvrir les terres de l'Amérique, elle est un petit peu tombée de côté, en désuétude. Et puis là, en 1583, Terre-Neuve est pris par Humphrey Gilbert. Donc il y a vraiment une présence anglaise qui commence à s'incruster à Terre-Neuve, à l'époque d'Élisabeth Ier. Alors, je veux aussi mettre un terme à une légende en racontant toujours que les Basques sont venus à Terre-Neuve à la poursuite des baleines, comme s'ils étaient dans la baie de Biscaye, puis une baleine qui passe, on va la suivre, Peyo, allez, suivons la baleine, et puis on se retrouve à Terre-Neuve. Non, c'est n'importe quoi. N'importe quoi sur le plan biologique, c'est-à-dire que l'océan Atlantique, je dirais pour 90%, est un océan mort, il n'y a rien. Une baleine ne peut pas vivre au milieu de l'Atlantique, c'est impossible. Les baleines ne traversent pas l'Atlantique d'est en ouest, elles vont du nord au sud, elles suivent le plancton. Donc, elles restent près des côtes. Donc, les Basques n'ont pas poursuivi une baleine pour tomber sur Terre-Neuve par accident. Les Basques ont sans doute entendu parler de Terre-Neuve par les Islandais, parce qu'il y avait un trafic entre le Pays Basque et l'Islande est parfaitement au courant de ce qui existait au-delà de leur mer par les traditions vikings. Donc, à travers ces légendes-là, je pense que c'est comme ça que des Basques, des Bretons, des Normands, des Rochelais et d'autres se sont orientés, et les gens de Bristol vers l'Amérique. Donc, désolé d'être un iconoclaste ce soir. Alors, on va commencer par les choses un petit peu plus stables. Donc, on arrive à l'époque de la colonie de Plaisance. Eh bien, nous savons qu'il y a des marins qui ont évoqué Saint-Pierre et Miquelon. Il y a par exemple Monsieur de la Cour Préveillant en 1591. Il y a Rice Jones de Bristol. Il note toujours, voici Saint-Pierre, nous sommes passés à côté de Saint-Pierre. Quelqu'un qui n'est absolument pas connu ici en Ontario, Samuel de Champlain en 1603, est passé à côté en disant nous eûmes connaissance des îles Saint-Pierre. Il ne s'arrête même pas, il passe à côté comme si on ne comptait pas. Et donc, on sait très peu sur cette période. On s'imagine que ça devait être colonisé par des marins de manière saisonnière, mais il n'y a rien de véritablement sérieux avant ce qu'on appelle la colonie de Plaisance. Colonie de Plaisance, c'est le premier territoire français sur Terre-Neuve, Plaisance étant la capitale, Saint-Pierre, une ville secondaire, Miquelon aussi, et tout un tas de villages le long de la côte sud de Terre-Neuve, ce qu'on appelait la côte du Chapeau Rouge. Eh bien, à cette époque-là, il y a des habitants qui s'installent, notamment pour protéger de manière hivernale les installations des familles qui se sont installées pour pêcher l'été. Donc, il y a des capitaines qui viennent, il y a des marins qui viennent à Saint-Pierre, qui pêchent l'été. On récupère la morue, on part à la Saint-Michel, et puis on se dit, pour protéger nos installations, on va peut-être laisser quelques habitants.
Donc on commence par un habitant en 1770, ensuite on arrive 1690, et là vous avez des habitants comme Claude Barras, Monsieur de Beaucourt, Jacques-Simon de Bellehorn, Pierre Brulard, René Garnier de Balabry. Donc il y a des recensements qui sont faits à l'époque, ce sont des gens qui sont quand même assez importants. Je prends l'exemple de Jacques-Simon de Bellehorn. Pour ceux qui connaissent Saint-Pierre-et-Miquelon, il avait donc un petit fort, une chapelle et un certain nombre d'installations du côté sud du Barachois. Là se trouve l'ancien aéroport, là où il y a des fouilles archéologiques en ce moment. Il avait 80 hommes qui travaillaient pour lui. C'est pas une mince affaire, donc c'est 80 hommes qui travaillent l'été, qui travaillent au printemps, l'été et l'automne pour la pêche à la morue. Et puis Monsieur de Bellehorn était assez fortuné. Il a été capable de négocier sa liberté avec les Anglais lors des différentes rixes qui ont suivi. Alors, une fois Plaisance installée comme chef-lieu, eh bien, ce n'est qu'une succession d'arraisonnements, de rançons, d'expéditions punitives. Donc Saint-Pierre est attaqué, brûlé, tout ce que vous voulez, 1690, 1693, 1702, 1703, 1708, 1707, pardon. Et les îles ont été abandonnées sous le traité d'Utrecht en 1713. Louis XIV fut donc le premier et dernier roi français à gouverner sur ces îles avant la première occupation britannique du sol. La seule prise de possession officielle de Saint-Pierre, c'est en 1770 par Jean Talon, intendant de la Nouvelle-France. Donc voici un exemple de carte qui a été levée à l'époque. Tous les capitaines qui venaient de métropole de France sur les bancs de Terre-Neuve avaient pour ordre de lever des cartes. À l'époque de Louis XIV, on s'est rendu compte que la cartographie était peut-être utile, et donc on obligeait ces gens à fabriquer des cartes. Alors ceux qui connaissent véritablement la carte de Saint-Pierre vont se dire que c'est assez déformé, c'est assez particulier. Mais il faut comprendre que c'est une représentation psychologique de l'environnement. Le Barachois, le port de Saint-Pierre, va être exagéré en taille, parce que c'est ce qu'ils connaissent. Ces gens n'ont pas le temps d'aller à Lens-à-Pierre, Lens-à-Dinan, faire le tour de Saint-Pierre. Ils n'ont pas le temps d'aller chercher des bleuets ou des myrtilles, ou on va dire carrément des baies dans les montagnes. Donc ils vont tout simplement exagérer l'importance du port de Saint-Pierre, l'importance de l'île aux Chiens, l'île aux Bourses. Alors pourquoi l'île aux Bourses ? Il y avait deux frères, Guillaume Onfroy-Dubourg, j'ai oublié le nom du frère, qui était installé sur l'île aux Vainqueurs. Ensuite, bien sûr, le Grand Colombier, un nom qui était très ancien, l'île verte, qui est sur cette carte. Et c'est une carte qui ne parle absolument pas de Miquelon. Miquelon est un petit peu la chasse gardée des Basques. Donc là, vous aviez ici, surtout des Français, une famille basque, enfin une famille, on va dire, un capitaine basque. Si vous regardez ici, c'est pas évident du tout, mais ce qu'on appelle le havre de Lizardi, eh bien, c'est Juanes de El Sarodi, qui était un marin qui travaillait pour Adam de Chibaut, qui était donc un armateur du Pays Basque. Donc les Basques, c'était plutôt Lens-à-Ravenel, alors que les Rochelais, les Bordelais étaient sur le Barachois. Alors en 1713, donc la plupart des colonisateurs, enfin des Morutiers, si vous voulez, ont décidé de s'installer dans la nouvelle colonie de Louisbourg, au Cap-Breton. Et donc, à partir de cette époque-là, toutes ces grandes familles saint-pierraises sont parties à Louisbourg. Les familles de Louisbourg sont les familles de Saint-Pierre. Quelques-uns sont restés, et figurez-vous qu'ils ont décidé de prêter serment au roi Georges Ier pour rester aux îles qu'ils connaissaient. Donc, on dit dans l'histoire de Saint-Pierre qu'ils sont tous partis, c'est faux. Certains sont restés. Ils préfèrent rester dans un endroit qu'ils connaissaient parfaitement et prêter serment à Georges Ier. Alors, l'essentiel du foncier de l'époque britannique, 1713-1763, nous vient d'un monsieur William Taverner, qui était nommé capitaine du port de Saint-Pierre. Et en 1714, il est arrivé pour accomplir cette besogne avec une douzaine de soldats. Et dès son arrivée à Saint-Pierre, il a fait afficher aux portes de la chapelle une déclaration interdisant aux Français de pêcher et de commercer dans les îles de Saint-Pierre. Mais ensuite, par la suite, pour éviter le dépeuplement, il en a retenu le plus grand nombre en leur faisant prêter serment. Il a fait la même chose, bien sûr, Havre-Breton, la baie d'Espoir, qui est devenue baie d'Espoir, Grand-Bon et Fortune. Et l'ancien gouverneur de Saint-Pierre, de France, c'est ça, Plaisance et de Saint-Pierre, Pasteur de Costebelle, lui avait fait parvenir une lettre au prêtre de la chapelle de Saint-Pierre menaçant tout Français ayant prêté serment à la couronne anglaise de graves sanctions, c'est-à-dire carrément la pendaison à tout rebelle. Ça ne les a pas empêchés. Alors, ce William Taverner, lui aussi, se voyait cartographe. Donc, il a créé cette carte qui est aussi difforme que la carte précédente, avec une exagération du Barachois et puis une forme un peu particulière. Mais en revanche, il n'y a que deux toponymes. Vous avez Island of Saint-Pierre et puis Dogs Island. Dogs Island pour l'île aux Chiens. Et ensuite, il y a un petit texte en anglais donc, qui vous explique pourquoi Saint-Pierre est si important. They're subject to fogs of a different drier nature than those in other parts, and yet it is an extraordinary good place for drying and curing codfish. There's good fishing grounds all around the island. The harbor is good for ships to ride in, especially in the bottom of it called the Bergway. Bergway, c'est le Barachois. Donc c'est une déformation de Barachois qui vient du basque Barachoa, qui veut dire le lagon.
where no wind can hurt them, there is reach enough for 300 boats. It lies 47 degrees 10 minutes north of latitude. Vous voyez, c'était trompé d'à peu près 4-5 degrés. With 2 points variation. Alors évidemment, il n'y avait pas de GPS à l'époque, donc la latitude, c'était avec ça. Comme Champlain, comme n'importe qui d'autre. Donc vous cherchez l'étoile polaire, vous trouvez l'angle, et puis je suis à 80 degrés de latitude nord. Boum. C'est GPS avant l'heure. Donc évidemment, il pouvait certainement se tromper sur quelques degrés. Et donc ça, c'était donc la carte de William Taverner. On sait très peu sur l'histoire britannique entre 1713 et 1763. C'est quand même pratiquement une génération et demie. Et tout ce qu'on sait, c'est que il y a eu quelques rixes, il y a eu des histoires de marins qui se battaient entre eux, peu importe. Mais avant la rétrocession de 1764, parce que 1764, les îles retombent dans le giron français, il y a un autre cartographe qui décide de venir à Saint-Pierre, de lever cette carte. Je ne sais pas si vous le connaissez, un certain... comment il s'appelait James Cook, qui est donc arrivé à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il avait tout simplement comme objectif de faire un tracé des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les Britanniques, pas fous, se sont dit on rend ces îles aux Français, on va les cartographier jusqu'au moindre détail pour la prochaine invasion. Donc, résultat, vous avez cette magnifique carte de James Cook avec une foule de toponymes, Pigeon Island, Boar Island, Dunn Harbour. Ce qu'on peut reconnaître à James Cook, c'est de toujours avoir utilisé la terminologie, la toponymie des locaux. Donc, il faisait toujours un travail. Donc, son travail avait une véritable, on va dire, un cliché des termes de l'époque. Et c'est à cette époque-là qu'on découvre, par exemple, Gallantry, the head of Gallantry, Gallant Head. Des toponymes qui sont encore en fonction aujourd'hui à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le chapeau, pour ceux qui connaissent Miquelon, et ce qu'on appelle le chapeau de Miquelon, eh bien là c'est écrit S-H-A-P-P-O, le chapeau. Donc il y a un tas de toponymes qui étaient vraiment respectueux de ce qui était utilisé à l'époque par les locaux. Et donc voilà, il fait sa carte, mais malheureusement, il était prévu que les Français reviennent. Et on devait faire cette carte avant que les Français reviennent, mais patatras, les voilà qui arrivent avant l'heure. Et donc, imaginez des navires français qui ont traversé l'Atlantique pendant 4-5 semaines, arriver dans le bar à choix de Saint-Pierre, on leur dit « Ah non, vous ne pouvez pas débarquer, il y a James Cook qui fait la carte, donc vous allez attendre un mois. Un mois à faire vos besoins, à manger, etc., tout sur le pont d'un navire, dans le bar à choix de Saint-Pierre. C'est pas ce qu'il y a de tout repos. » Alors, une fois que ça a été fait, ils ont fait le cérémonie de transfert de Saint-Pierre. Et là, il est parti sur Miquelon-Langlade, donc ils ont pu débarquer sur Saint-Pierre. Il a terminé ses relevés, donc l'île a été rendue officiellement aux Français le 4 juillet 1763. Et donc, on en a profité pour qu'un Français fasse sa cartographie. Évidemment, les Français, il y a beaucoup plus de panache, c'est beaucoup plus joli, il y a beaucoup de décoration. Mais si vous regardez bien, la cartographie, elle est complètement fausse pour Langlade. Langlade a une espèce de promontoire vers le sud, alors que, pour Bélin, Fortin, ils ont juste fait le tour, ils se sont dit, on ne va pas trop s'approcher, c'est dangereux, on va faire une belle courbe. Et voilà, Langlade déformée. Remarquez que Langlade et Miquelon sont séparés à l'époque de Cook et de Bélin. À cette époque-là, la dune qui relie aujourd'hui ces deux îles est complètement séparée. D'ailleurs, ces cartes ont été en usage si longtemps que des marins ont continué à les utiliser une fois le bar à choix, enfin non, pas le bar à choix, mais la dune refermée. Le bar à choix était beaucoup plus petit à l'époque, semble-t-il. Et puis, maintenant, Saint-Pierre est devenu un territoire français. Et alors, avant d'y aller plus loin, Saint-Pierre-et-Miquelon devient très vite ce qu'on appelle un territoire de réfugiés. Beaucoup d'Acadiens, dont mes ancêtres directs, ont décidé de se réfugier à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et ça a été assez difficile. Alors, on va commencer par le fameux traité. Ça a son importance. Le traité de Paris de 1763, l'article 6. Le roi de la Grande-Bretagne cède les îles Saint-Pierre et Miquelon en toute propriété à sa majesté très chrétienne pour servir d'abri aux pêcheurs françois. Et sa dite majesté très chrétienne s'oblige à ne point fortifier ces îles et n'y établir que des bâtiments civils pour la commodité de la pêche et n'y entretenir qu'une garde de 50 hommes pour la police. Et figurez-vous qu'encore aujourd'hui, on respecte ce nombre de 50. Les îles n'ont jamais été fortifiées, il n'y a pas de base militaire, il n'y a pas de base nautique, il n'y a rien. De temps en temps, il y a un bateau qui passe, mais on n'en parle pas trop. Voilà. Donc, Saint-Pierre doit respecter, la France doit respecter ce texte-là. Alors, il y avait aussi
une autre partie de Terre-Neuve qui est tombée sous giron français, le French Shore, on en parlera un peu plus tard. Mais l'établissement de ces colonies a été particulièrement difficile et donc on peut en témoigner. D'ailleurs, notamment, c'est très très bien expliqué dans le livre de Jean-Yves Ribaud. Vous avez un commandeur, le gouverneur d'Anjac, qui écrit constamment à la cour de Versailles pour dire « Écoutez, j'ai besoin d'approvisionnement, j'ai besoin de fournitures, j'ai besoin de bois. Il n'y a plus de bois à Saint-Pierre, ça fait longtemps que tout a été coupé. Ils ont besoin de bois à Terre-Neuve, on essaie de négocier avec les Anglais. Est-ce que je peux avoir du bois de Terre-Neuve ?» Il y a l'accueil des Micmacs qui, eux, se sentent un peu perdus. Les Micmacs étaient donc alliés des Français. Ils viennent sur Saint-Pierre pour retrouver des prêtres catholiques parce qu'il n'y en a pas à Terre-Neuve. Ils viennent, leur prétexte est de venir demander la santé du roi. Évidemment, il y avait d'autres intérêts. Et puis bon, Danjac, il est un peu embarrassé par tous ces Acadiens qui arrivent, pratiquement rien avec eux. Certains ont essayé de survivre avec la pêche, mais les Acadiens ne sont pas des pêcheurs, ce sont des agriculteurs. Donc il est obligé d'en renvoyer certains chez eux. Carrément, on leur coupe les vivres. Il y en a plus de 760 qui ont été conviés à aller en Guyane. Ils ont dit non, on n'est pas fous. On a vu la taille des moustiques. Ils sont partis en France. Donc vous voyez, ces cartes, elles sont extrêmement simples. Vous voyez, les Acadiens viennent à Saint-Pierre, ensuite ils vont en France, ils vont ensuite à Cayenne. D'autres ont essayé de retourner au Cap-Breton. Ensuite, dans les périodes suivantes, il y a encore un mouvement de Saint-Pierre vers la France. Ce sont des cartes qui viennent de l'Université du Maine, je tiens à le préciser, c'est surtout pas mon travail. Donc il y a des mouvements permanents des Acadiens, et très peu ont réussi à y rester, mes ancêtres, heureusement. Alors, il y a une espèce d'entente cordiale entre les Anglais et les Français. Danjac a essayé de ménager les relations avec les îles britanniques de Terre-Neuve. 15 années de paix, à peine une demi-génération. Sauf qu'évidemment, Louis XVI a fait une grosse bêtise. Il a décidé de soutenir les Américains pour la guerre d'indépendance. Donc, 1778, petite vengeance britannique. Sur qui va-t-on se venger ? Eh bien, que reste-t-il de l'Amérique du Nord ? Ah, il y a encore Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, on va punir les Français qui ont soutenu les Américains pour leur indépendance. Et voici donc un texte qui nous arrive de London Chronicle. So, in answer to your letter of yesterday, by the officer whom I sent to you to summons and surrender the island of Saint-Pierre and Miquelon to His Britannic Majesty, which you have thought proper to do under particular articles, agreeable to your request, the troops shall be permitted to march out of the town with the honors of war, the officers, civil and military, and the other inhabitants of the town may remain in their respective houses till an opportunity offers of sending them to France. Donc, on les a foutus sur des bateaux. Ciao, bonsoir. Résultat, ils se sont retrouvés dans les bidonvilles de Nantes, les bidonvilles de Rennes, et c'était pas une vie facile pour ces gens qui avaient connu l'Amérique du Nord, la liberté, se retrouver donc dans un royaume particulièrement difficile. Comprenez aussi que Louis avait pratiquement mené la France à la banqueroute, donc c'était pas le meilleur moment d'arriver en France. Alors, vous pouvez certainement en lire davantage dans le livre de Jean-Yves Ribaud. Alors, vous allez me dire où est-ce qu'on va trouver ce livre. La copie intégrale se trouve sur le Grand Colombier numérisé. Donc, vous pouvez certainement le télécharger à volonté. Alors, il y a une période britannique de 1778-1783. On n'a aucune trace. On ne sait pas s'ils se sont installés. On n'en sait rien. Et là, on arrive donc en 1783. Ça y est, après quelques années, on décide de rendre Saint-Pierre-et-Miquelon. Et encore une fois, un fameux traité. Donc, on arrive avec le traité de paix entre le roi de la Grande-Bretagne et sa Majesté la roi de France. Et donc, on va rétablir Saint-Pierre dans les mêmes conditions que le traité précédent, c'est-à-dire interdiction d'avoir une forteresse, interdiction de fortifier ces îles. On ne sait pas trop de cette époque. Oui, bien sûr, il y a eu les mémoires d'outre-tombe. Chateaubriand est passé à Saint-Pierre. Lorsque j'abordais à Saint-Pierre la capitale de l'île Consistois, autant qu'il m'en souvient, une assez longue rue, bâtie le long de la mer. Les habitants fort hospitaliers, ça n'a pas changé, s'empressèrent de nous offrir la table et leur maison. Le gouverneur logeois à l'extrémité de la ville. Je dînais 2 ou 3 fois chez lui. Il cultiva dans un des fossés du fort quelques légumes d'Europe. Je me souviens qu'après le dîner, me montrant son jardin, nous allions ensuite nous asseoir au pied du mât du pavillon, planté sur la forteresse, une petite forteresse, on respecte le traité. Le drapeau français flottoie sur notre tête, tandis que nous regardions une mer sauvage et les côtes sombres de l'île de Terre-Neuve, en parlant de la patrie. Après une relâche de 15 jours, nous quittâmes l'île Saint-Pierre. Donc voilà, ça c'était Chateaubriand. Évidemment, la Révolution est arrivée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, je vais vous lire très rapidement un texte de Charles de la Rancière et Émile Levrière, les historiens français. La Révolution dans l'archipel, elle ne fut pas sanguinaire, mais elle eut quand même ses illuminés, ses apôtres et ses martyrs.
Le premier mouvement suscité par les idées nouvelles eut lieu le 25 septembre 1789. La veille, une chaloupe conduite par un habitant de Saint-Pierre nommé Vigneault heurta par mégarde une corvette royale mouillée à l'entrée du Barachois. Le commandant de la corvette, M. de Fabry, qui ne connaissait pas cet habitant et le considéra comme un simple matelot, le fit donner quelques coups de corde. La population vit dans cette punition d'un usage alors courant un attentat à sa dignité et se portant en masse le lendemain devant la demeure du commandant par intérim, Duménil-Lambert. Comme il n'y avait jamais eu jusque-là dans le pays le moindre mouvement d'effervescence, Duménil ne s'en émut pas. Mais le 26, les habitants revinrent au nombre de 300 à 400 et envahirent les appartements en réclamant justice. Sans les heurter pour une fin de non-recevoir, Duménil consentit à parlementer avec une délégation réduite à 25 membres et fit venir Fabry. L'audience fut ce qu'on pouvait espérer d'une foule en somme habituée à l'ordre. Fabry fit des excuses et le tout se termina par un procès verbal où d'un commun accord on s'appliqua à diminuer la gravité de l'incident. C'est ainsi que débuta la Révolution à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'année 1791 fut tranquille, mais à la fin de l'automne, il se forma, à l'instar de Paris, un club des Amis de la Constitution, composé surtout de jeunes gens, de pêcheurs français résidant pendant l'hiver, qui prétendit animer la colonie d'un esprit véritablement révolutionnaire. Il en résulta des troubles au cours desquels une femme fut tuée en 1792 février. Ce malheureux événement arrêta l'essor des idées nouvelles. Les anciens de la commune de se réunirent et demandèrent au commandant Danceville de présider l'Assemblée générale des habitants. Ainsi, tout le pouvoir serait réuni dans les mêmes mains. Danceville est un homme résolu. Il accepta et d'accord avec l'Assemblée. Un des premiers actes fut de faire décider l'expulsion ou le renvoi en France des 9 personnes de la colonie, dont 3 femmes, qui s'étaient le plus compromises dans les événements de février. L'arrêté fut aussitôt exécuté, mais comme il était facile de le prévoir, à leur arrivée à Brest, ces déportés furent considérés comme des victimes du despotisme et portés en triomphe. Et on demanda la destitution du commandant, celui-ci, néanmoins restant en fonction jusqu'à la perte de la colonie. Donc voilà, la révolution à Saint-Pierre-et-Miquelon. Eh bien, la révolution n'a pas duré longtemps parce que les Britanniques sont arrivés. Ils ont envoyé carrément des troupes, 310 hommes. C'est un très vieux dessin que j'ai fait en 90, je pense. Et donc vous avez le HMS Alligator, une frégate qui est arrivée du côté de Savoyard, pour ceux qui connaissent Saint-Pierre. Il a débarqué 310 hommes qui ont marché jusqu'à la ville. À Saint-Pierre, il y avait 80-100 hommes. Mais Saint-Pierre était censé être protégé par une corvette, mais elle était partie... Non, une frégate, pardon. Une frégate, mais la frégate était partie à Boston pour se faire réparer. Donc, manque de peau, eh bien, les Britanniques ont repris possession de Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, à cette époque-là, donc voici un petit texte, un petit télégramme diplomatique. Donc, I landed with part of the troops in Anse-à-Savoyard, about 5 miles westward of the town, and proceeded towards it, sending a summons from Captain Affleck and myself to the commander for the immediate surrender of the islands. When an answer being returned demanding the terms of capitulation, they were decidedly refused. The troops continued their march, and having reached without opposition the heights above the town, the Alligator at the same time appearing in the sight on the harbour, the commandant, M. Danceville, surrendered the islands of Saint-Pierre-et-Miquelon at discretion. Alors, M. Danceville, ce grand courageux, s'est présenté devant les Britanniques, arborant la croix de Saint-Louis, disant « J'ai jamais été révolutionnaire, moi, j'ai toujours été royaliste ». Donc, c'était un moyen pour lui de négocier son statut de réfugié politique en Nouvelle-Écosse. Une fois que le commandant s'est retrouvé en Nouvelle-Écosse, eh bien, à Saint-Pierre, on se retrouve avec des milliers d'habitants à déplacer. Ces prisonniers, alors les plus virulents, si vous voulez, ceux qui étaient impliqués dans ces vagues histoires de rébellion, etc., les différents capitaines du port, eh bien, on les a tout de suite transportés à Halifax, à peu près une centaine. Et puis ensuite, milliers de personnes sont restées sur Saint-Pierre, sous le commandement du Major Thorne, et ils ont passé l'hiver dans des conditions assez pitoyables, et ont été rapatriés sur Halifax, dans des camps. On les a mis dans des camps où ils étaient obligés de passer l'hiver, 93-94, et certains ont été envoyés sur Guernesey, d'autres ont été envoyés carrément en Grande-Bretagne, et d'autres ont fini par rejoindre la France. Donc pendant l'été 1794, la plupart ont été déportés sur différents navires sous drapeau anglais. Et à la fin de l'été 1794, c'est officiel, il n'y a plus rien à Saint-Pierre, il y a juste des bâtiments. Et non content de laisser des habitations aux ennemis, eh bien, l'amiral Joseph de Richery, qui est parti de Toulon, pour faire une série de raids punitifs contre Terre-Neuve, a décidé de détruire Saint-Pierre pour ne pas que les Britanniques s'en servent. Donc, résultat, Saint-Pierre, il n'y a plus rien, c'est terminé.
Alors, il y a quand même des témoignages très intéressants de cette époque qui sont rédigés en anglais. Je vous fais grâce de la lecture. Mais il y a un homme en particulier. Les textes se trouvent sur le Grand Colombier aussi. Aaron Thomas est un soldat qui, parmi d'autres, se retrouve dans cette espèce de Capharnaüm à Saint-Pierre. Vous avez les Britanniques, vous avez les Français, des gens qui veulent négocier leur retour en France. Il y a l'histoire d'une vieille femme qui a vendu... Elle avait donc un bouc, elle a vendu son bouc. Dès qu'elle a vendu, elle s'est mise à pleurer. Elle a été séparée de sa sœur était envoyée dans un village, elle dans un autre. Enfin, c'est assez triste comme témoignage, mais il vaut la peine d'être lu, d'autant plus que Aaron Thomas retrace aussi certains toponymes de l'archipel, donc c'est assez intéressant à lire. Mais bon, voilà, Saint-Pierre est donc abandonné, c'est terminé jusqu'à 1816. Alors, tant que Napoléon était au pouvoir, pas question de retourner ces îles aux méchants révolutionnaires impérialistes. Donc, Saint-Pierre-et-Miquelon reste un territoire britannique. En rang, bien sûr, en 1814, mais bon, Napoléon a l'idée de revenir en France, donc on laisse tomber. Et c'est seulement en 1816 qu'on peut véritablement dire que Saint-Pierre-et-Miquelon est redevenu un territoire français. C'était un cadeau de l'Empire britannique au monarque français, à Louis XVIII. Et les anciennes familles sont alors revenues sur la Caravane et la Salamandre, de navires français, et ceux qui se retrouvaient à Saint-Pierre-et-Miquelon 20 ans avant, 30 ans avant, sont revenus à Saint-Pierre. Certains, apparemment, une dame qui s'appelait la veuve Arsenault a vécu dans 3 déportations dans sa vie. Vous imaginez ce que c'est comme situation. Alors, dans le cadeau de l'Empire britannique, maintenant, elles sont sous Louis XVIII. Les îles sont donc sous la monarchie, comme la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Saint-Maurice, le Tobago, etc. Donc, dans ce contexte, Saint-Pierre redevient territoire français. Et donc, 1816, quelle drôle d'année pour revenir à Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que, raison imprévisible, sur le plan climatique, c'est une des pires années qu'ils auraient pu choisir. Le dérèglement climatique a été si sévère que les températures pouvaient varier de 20 à 30 degrés en très peu de temps. Ainsi, le 6 et le 7 juin 1816, une tempête de neige s'est déversée 20 cm sur Québec, 30 cm sur la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, donc même chose à Saint-Pierre. Ensuite, de nombreuses gelées pendant tout l'été, jusqu'au début de juillet, retour à la normale pendant quelques semaines, et ensuite, au milieu du mois d'août, les gelées reviennent. C'est ce qu'on appelle en Amérique du Nord l'année sans été. Et c'est conséquent au volcan Tambora en Indonésie qui avait donc subi une éruption en avril 1815, créant une espèce d'hiver nucléaire sur l'Amérique du Nord. Et donc c'était la pire année qui pouvait revenir à Saint-Pierre-et-Miquelon. L'ont-ils regretté ? On n'en sait trop rien, il y a très très peu de textes de cette époque-là. Alors, Saint-Pierre-et-Miquelon reste donc français, sous différents rois. Donc vous avez Louis XVIII, Charles X, vous allez avoir Louis-Philippe, qui va devenir roi de France, et bien sûr de Saint-Pierre. La seule chose que je dirais à propos de cette époque-là, c'est le premier statut de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'ordonnance du roi, qui a un peu organisé le gouvernement de Saint-Pierre en 1850. Et puis, voilà, on tombe sur la Deuxième République. Pas grand-chose à vous dire, sauf que Saint-Pierre existe toujours, tant mieux. Et là, on arrive donc à la Troisième République. Alors évidemment, j'ai oublié, il y a quand même une visite royale à Saint-Pierre. François Ferdinand, le prince de Joinville, est venu à Saint-Pierre en 1841. Ensuite, Louis-Philippe a organisé donc, le territoire. Pratiquement rien à dire pour la Deuxième République. Et voilà, on arrive maintenant... il y a un texte intéressant sur les voyages des Micmacs. Les Micmacs continuent de venir à Saint-Pierre, essentiellement pour enterrer leurs morts, parce qu'ils ne voulaient pas que leurs morts soient enterrés dans un territoire autre que la France, étant donné l'ancienne alliance qu'ils avaient avec les rois de France. Et donc, ils viennent à Saint-Pierre aussi pour des raisons médicales, pour faire baptiser les enfants, pour les mariages, des événements qui ont eu lieu pendant l'hiver, mais pour tout régulariser avec un prêtre français. Alors, on décrit une île rocailleuse dans différents textes, rien de nouveau. Une église qui est une chapelle remplie d'ex-voto. C'est vraiment une colonie sur la périphérie de l'Empire. Grand événement, on va dire, à la fin, pendant le Second Empire, l'arrivée du télégraphe. Donc, les choses commencent à s'accélérer à partir de 1850, 1860, 1870. Et donc, nous voilà sous la Troisième République. Alors, moi, la Troisième République, je ne vais pas lui faire de cadeau. Elle a essayé de se débarrasser de Saint-Pierre à plus de 4 ou 5 reprises. En 1872, c'est le retour donc de la République, un peu chancelante. On s'est débarrassé de Napoléon III. Et il y a quelqu'un qui a eu l'idée dans un ministère de vendre Saint-Pierre-et-Miquelon aux États-Unis. Dès les premières rumeurs, devinez qui s'est énervé ? Les Britanniques. À l'époque de la reine Victoria, le Premier ministre William Gladstone a fait commander une étude
pour dire de quel droit la France se permet de faire quelque chose avec ces îles. On les a rendues, mais l'objectif, c'est qu'elles ne deviennent pas un objet de jalousie. En termes diplomatiques, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec. On vous les a données, mais ils n'en voulaient plus, elles nous reviennent. Et donc, les conseillers de la couronne ont fait expertiser. Downing Street a bien dit, la France a indiqué en 1783 dans sa compte des déclarations qu'elle recevait ces îles et s'assurait qu'elles ne deviendraient pas l'objet de quelconque jalousie entre les deux pays. Par conséquent, cette déclaration, considérée comme une promesse par les Britanniques, excluait cette cession des îles à un pouvoir tiers sans leur consultation. Elles sont restées françaises grâce aux Britanniques. J'ai besoin de boire. Alors, changeons de siècle. Toujours sur la Troisième République. On est un petit peu, on va en venir à la crise du début du XXe, mais le 5 décembre 1903, il y a une nouvelle rumeur qui est lancée. Saint-Pierre allait les France allaient vendre Saint-Pierre-et-Miquelon à quelqu'un d'autre. Encore une fois, sous le gouvernement d'Édouard VII, le Premier ministre Balfour a fait ressortir cette même étude en disant non, ça nous revient avant qui que ce soit d'autre. Même rumeur en 1907. D'ailleurs, c'était dans Toronto Star. Les méchants journalistes de Toronto Star avaient commencé une rumeur « France to part with Saint-Pierre ». Même cinéma, les Britanniques ressortent les vieux textes. Non, vous ne pouvez rien faire avec ces îles, elles nous reviennent. Ils ont tout essayé, les Japonais, les Russes, les Américains. Chaque fois, c'était le même cinéma. Les Britanniques leur disaient « non, niet ». À la fin du 19e siècle, 20e, il y a quand même un sénateur américain, Henry Cabot Lodge, qui était un véritable impérialiste, qui avait divisé sur Terre-Neuve, qui avait essayé de récupérer Saint-Pierre-et-Miquelon. Il a été perçu comme le chef de file des annexionnistes américains. L'idée des Américains, c'était de faire une espèce d'Alaska de l'autre côté, donc de prendre le Canada en tenaille, et donc d'avoir Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon, la totale, et puis voilà. Mais évidemment, Saint-Pierre-et-Miquelon reste donc une exception dans le domaine des traités internationaux. Notre spécificité a peut-être longtemps lésé les hauts commissaires de la Restauration de l'Empire aux diverses républiques, les empêchait de disposer des îles comme bien leur semblait, les empêchant aussi de les fortifier ou de s'en servir comme base militaire. Cette exception aurait aussi contribué à assurer la continuité historique de l'archipel, dont le giron français, on est devenu français par la grâce des Britanniques. Alors, je ne vais pas traiter ici de grandes affaires du 19e, vous pouvez les chercher sur le site web, il y a l'affaire Néel. L'affaire Néel, c'est un marin qui avait dépecé son compagnon de pêche, et puis, étant donné qu'il y avait une affaire avant lui, l'affaire Zuzuarigui, où quelqu'un avait dépecé quelqu'un en 1000 morceaux, on s'est dit, on va peut-être avoir un petit peu de discipline dans la colonie, on va faire venir une guillotine qui a fonctionné qu'à moitié. Enfin, je passe sur les détails. C'est inspiré un film avec Juliette Binoche, où c'était franchement du grand n'importe quoi. Mais le texte intégral d'Émile Sasco se trouve sur le Grand Colombier. Vous pouvez le lire en détail. Moi, je vais plutôt m'éterniser sur la grande crise de 1902-1908. Alors, 1902, on va commencer avec l'incendie de l'église et du palais de justice. Alors, c'est un fait divers, vous allez me dire, la belle affaire. Sauf que le premier texte, la première missive qui est sortie de Saint-Pierre par télégraphe, vous fait part d'un attentat anarchiste. Ensuite, que les îles étaient vraiment en ébullition, quelque chose n'allait pas, c'était terrible. Faut dire que l'anarchie, à cette époque-là, c'est le communisme du milieu du siècle. C'est la philosophie de tous ceux qui sont un peu rebelles contre les grandes fortunes et les familles qui dominaient Saint-Pierre. Cette histoire a très vite été étouffée. D'ailleurs, j'ai eu des débats à ce sujet-là, des différends, avec le regretté Rodrigue Girardin, qui lui s'imaginait que c'était un peu exagéré comme histoire. Moi, je reste persuadé qu'en effet, il y a eu des attentats anarchistes à Saint-Pierre et que les grandes familles de Saint-Pierre avaient plus ou moins étouffé l'affaire. Comprenez qu'à cette époque-là, le monseigneur de l'époque s'appelle Légas, le propriétaire de la plus grande compagnie de traitement de la morue s'appelle Légas, et le même Légas occupe le poste de responsable politique auprès de ce qu'on appelle le Conseil supérieur des colonies. Donc en gros, la famille Légas contrôle pratiquement tous les leviers dans l'archipel. Et cette même famille Légas, étant donné qu'il y a eu l'incendie de Saint-Pierre, ont commencé une levée de fonds assez impressionnante pour construire une nouvelle église à Saint-Pierre qui existe toujours. Et pour ceux qui auront l'occasion de s'y rendre, vous allez remarquer que c'est le style d'une église basque, donc avec des estrades pour les hommes en haut et les femmes en bas. Évidemment, on ne fait pas ça à Saint-Pierre. Donc cette crise économique, elle est à la conséquence de tout un tas de choses. D'abord, à Saint-Pierre, on dit toujours c'est le fameux bait bill, c'est-à-dire qu'à Terre-Neuve, il y avait une loi qui était passée. Saint-Pierre commençait à prendre un peu trop d'importance du point de vue britannique et ils se sont dit on va interdire la vente de harengs aux Français. Le hareng, c'était la boîte, ce qu'on mettait sur les hameçons pour récupérer la morue. Résultat, oui, ça a eu un impact économique, mais ce n'est pas la raison de la crise du début du siècle. Comprenez qu'à l'époque, au 19e,
tous les navires qui venaient sur les bancs de Terre-Neuve devaient se ravitailler à Saint-Pierre. Il n'y avait pas le choix. C'était la grande marine à voile, obligée d'aller à Saint-Pierre, etc. Début du XXe, les chalutiers commencent à exister. Les chaluts industriels, les navires frigorifiques, ils n'ont plus besoin de s'arrêter à Saint-Pierre. C'est terminé. Donc Saint-Pierre, oui, il y a la pêche de Saint-Pierre, mais ce sont les familles de Saint-Pierre, ce sont les morutiers de Saint-Pierre qui l'exploitent. Les Français n'ont plus besoin de venir à Saint-Pierre. Donc en l'espace de quelques années, c'est pratiquement un tiers des armements qui disparaissent de Saint-Pierre. On passe de 530 armements en 1902 à 335 en 1913. La population chute de 30% entre 1902 et 1907. C'était des départs par centaines, par milliers. Et l'essentiel de ces familles se sont retrouvées au Québec. Alors, il y a une excellente étude qui a été faite à ce sujet par le professeur Eric Jennings de l'Université de Toronto. Voilà, colons, colonisés ou émigrés, enjeux identitaires de l'émigration depuis Saint-Pierre-et-Miquelon, 1903-1939, Eric Jennings. J'ai eu l'occasion d'en discuter de cette étude avec lui. Ce brillant professeur a fait une très belle étude. Et il y avait un docteur Brisson, un docteur francophone canadien, qui allait à Saint-Pierre, qui essayait de recruter les Saint-Pierre en disant « Vous devez partir, venez chez nous, on va vous trouver des terres au Québec, on va vous trouver des terres en Ontario, vous serez d'excellents agriculteurs, venez chez nous. » Et donc, de très nombreux Saint-Pierrais ont suivi ces conseils, se sont donc devenus naturalisés canadiens. La population, moi, comme je l'ai dit auparavant, la population de Saint-Pierre est de 6 000. Si la population n'était pas partie au début du siècle, si un tiers de la population n'était pas partie à cette époque-là, j'estime que la population de Saint-Pierre aujourd'hui serait de 12 à 15 000 habitants. Donc l'impact démographique est énorme à long terme. Alors, encore une fois, je reviens à la morue française. Ce pays contrôle pratiquement tous les reins du pouvoir, l'Église, l'industrie. Et puis, dans les éphémérides, on voit que ces gens-là contrôlent vraiment pratiquement tout. Il y a quelques armateurs minoritaires, mais ils ont été quand même assez impliqués dans la politique de Saint-Pierre pendant plusieurs générations. 1905, il y a des textes dans la presse française, c'est quelque chose qu'on ne verra pas dans la presse locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui parlent des affamés, les affamés de Saint-Pierre. Vous demandez n'importe quel Saint-Pierre, il ne vous dira jamais qu'il y a eu de la famine chez nous, c'est pas possible. Bien, en 1905, la tension politique est à son paroxysme. Louis Légas, le patron de la morue française, encore une fois, et son frère Christophe, qui est le préfet apostolique des îles, eh bien, ils se retrouvent à une situation insolite. Ils ont une île qui est pratiquement plus de nourriture, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vivres. Et donc, 1905, c'est aussi l'époque des laïcisations imposées depuis Paris. Donc, il y a des manifestations, on est contre les écoles du gouvernement, on ne veut pas être une séparation de l'Église et l'État à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils sont beaucoup trop attachés à la religion. On parle de marins bretons, basques et normands ici. Et donc, c'est une année qui est extrêmement difficile. Et figurez-vous qu'il y a eu des levées de fonds, il y a eu des pièces de théâtre. Le président de la République française a été à une pièce de théâtre à la Comédie Française pour faire une levée de fonds, pour débloquer justement des soutiens temporaires. Alors, évidemment, ce n'est pas une famine comme on peut le concevoir aujourd'hui, mais ça a été une période extrêmement difficile pour cet archipel. Chose intéressante, si vous allez sur le site Gallica, vous pouvez lire l'intégralité du journal L'Humanité. Et c'est souvent dans les journaux de gauche qu'on retrouve ces informations croustillantes. 1906, il y a un événement très bizarre à Saint-Pierre. Il y a encore une fois l'élection pour le Conseil supérieur des colonies. C'était censé être une espèce de troisième assemblée où tous les députés, sénateurs et conseillers de la coloniale allaient représenter leurs intérêts. Et puis, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ils ont eu l'idée insolite de dire, au lieu de présenter un candidat à Saint-Pierre-et-Miquelon, on va présenter l'Américain Teddy Roosevelt. Donc, il y a une campagne qui a été lancée pour recruter Teddy Roosevelt. Le consul américain a été consulté. Lui, il ne voulait surtout pas toucher à cette histoire-là. Lui, il avait surtout renvoyé les manifestants en disant « Non, je ne veux pas t'impliquer dans cette histoire ». Et Washington lui a dit « Non, écoutez-les, on ne sait jamais ». Et donc, il y a même un fameux commerçant de Saint-Pierre, Amédée Breillet, qui avait envoyé une lettre par le biais du consul des États-Unis au secrétaire d'État américain en disant écoutez, est-ce que vous seriez favorable à ce que Saint-Pierre devienne territoire américain ? Nous, on est pour la liberté, on veut notre religion, on aura le bol de ce qui se passe en France, laïcité, c'est pas notre truc. Et donc, ça fait un peu pchit, ça allait nulle part, mais un peu plus, on se retrouvait avec Roosevelt comme président de Saint-Pierre. 1908, manifestation dans les rues de Saint-Pierre, derrière un drapeau américain.
c'est reparti de plus belle. Donc on sait que les archives... J'ai l'intégralité, en ma possession, l'intégralité des missives du consulat américain. Donc c'est là où on découvre ces choses-là. Donc tout Saint-Pierre défile derrière un drapeau américain pour dire on veut l'école libre à Saint-Pierre, on veut surtout pas cette laïcisation forcée. À l'époque, il y avait un laïcard, on appelait ça les laïcards à l'époque. C'était un avocat qui était venu de la Guadeloupe, de la Groseille, et lui il était un petit peu on va dire l'anti-légas, il voulait une île qui était laïque, il voulait plus des curés, des calotins, et puis ça a très mal fini pour lui parce que tous les Saint-Pierriers ont failli foutre le feu à sa maison. Il s'est retrouvé sur la toiture de sa maison, c'est le maire de Saint-Pierre, Pompey, qui l'a sauvé pratiquement in extremis. Donc c'est une île qui est extrêmement mouvementée à cette époque-là, les mouvements de foule ça part comme à rien. Donc je m'arrête à ça pour cette époque-là. Je ne vais pas traiter donc des Morutiers, des Terneval et Graviers. Comprenez qu'à cette époque-là, on allait chercher des enfants de 13-14 ans sur les bancs de Terneval, au marché de Saint-Brieuc, de Saint-Malo, pour les faire venir sur Saint-Pierre, travailler à retourner la morue toute la journée. C'est des générations de jeunes gens bretons, normands, qui ont été exploités à Saint-Pierre. J'ai pas peur d'utiliser le terme exploité, parce que c'était germinal sur les eaux, quoi. Et donc, écoutez, je vous propose d'écouter une petite chanson qui va vous mettre dans l'esprit. Est-ce que c'est celui-là? Voilà, la complète. Est-ce que c'est celui-là? Il faut que tout le monde mange ici-bas, c'est y pareil, c'est y pareil. Il faut que tout le monde mange ici-bas, c'est y pareil, l'éternel va. Nous autres, si on part sur le bateau, c'est y pareil, c'est y pareil. C'est pour qu'on puisse manger nos petits, c'est y pareil, l'éternel va. Quelquefois l'un nous tombe dans la mer, c'est y pareil, c'est y pareil. Comme dans une grande gueule affamée, c'est y pareil, l'éternel va. Tant pis pour lui, le pauvre garçon, c'est y pareil, c'est y pareil. Faut que ça mange aussi les poissons, c'est y pareil, l'éternel va. Les ceux qui restent après ça, c'est y pareil, c'est y pareil. Se mettent à pêcher ces poissons-là, c'est y pareil, l'éternel va. Se mettent à pêcher avec ardeur, c'est y pareil, c'est y pareil. C'est pour engraisser l'armateur, c'est y pareil, l'éternel va. Bon, on va l'arrêter là parce que c'est 2 fois plus long. Donc voilà Saint-Pierre, début du XXe. Voilà un exemple de grave avec la morue qui est séchée en permanence par beau temps, par brouillard. Il fallait faire sécher la morue. Il y avait différentes façons, bien évidemment, de traiter la morue. C'était soit la sécher, soit la saler. Saint-Pierre, on faisait les deux, bien entendu. Mais à cette époque-là, il y avait énormément de morue séchée. Voici donc une photo de la célèbre manifestation à Saint-Pierre. En faveur de l'école libre, et donc contre la laïcisation. Vous voyez un gendarme, 3e République, dans le coin, ici. 2 de ces bâtiments existent encore. Voilà, alors, ces 2 bâtiments ici existent encore à Saint-Pierre, c'est le square Joffre. Ceci est devenu la préfecture. Vous voyez ici, il y avait une forge qui est devenue un bar à une certaine époque. Si vous allez dans la cave de ce bar, vous voyez encore les fondations de ces impressionnantes cheminées. Donc ça, c'était Saint-Pierre à cette époque-là. Évidemment, effervescence, départ vers le Canada, tout ça s'arrête très vite parce que c'est la Première Guerre mondiale. Et comme les voisins de Terre-Neuve, évidemment, vous allez me permettre une petite indulgence. Voilà, c'est une photo de mon grand-père au milieu, en 1919, avec 2 de ses camarades. Alors, comme les voisins de Terre-Neuve, les troupes de Saint-Pierre ont subi des pertes extrêmement importantes, supérieures à la moyenne nationale. Intégrés aux troupes coloniales, parqués dans des camps d'acclimatation avec les Sénégalais, les soldats de Saint-Pierre-et-Miquelon arrivant en 1915 ont été présents sur tous les champs de bataille. Bataille de Champagne, de la Somme, des Dardanelles. Et sur 400 hommes de Saint-Pierre, de Miquelon et de l'île aux Chiens, à l'époque il y avait l'île aux Chiens, l'île aux Marins, qui était peuplée par quelques centaines d'habitants, ils sont près d'une centaine d'hommes qui vont mourir au champ d'honneur. Et notons aussi qu'à la suite de l'exil massif dont je parlais tout à l'heure, entre 1900 et 1908, plus de 50 soldats américains sont originaires de Saint-Pierre et 4 du Canada.
Et moi, je me souviens, enfant, du dernier poilu de Saint-Pierre qu'on me montrait du bois. Vous voyez, c'est monsieur Nicolas. C'était un monsieur de la Première Guerre mondiale. Ça m'avait marqué à l'époque. N'ayant jamais connu mon grand-père, il est mort 20 ans avant ma naissance. Évidemment, en retour après la guerre, on imagine à peine ce que ces gens ont pu survivre comme stress post-traumatique. On n'en parlait pas à l'époque. Donc c'était de retour sur les bancs de Terre-Neuve, mais la crise économique n'était pas terminée. Les familles continuaient à quitter l'archipel, jusqu'au moment où, aux États-Unis et au Canada, il y a eu un événement assez particulier, la prohibition. Ça y est. Le 18e amendement de la Constitution est signé aux États-Unis. Au Canada, le mouvement, c'était très bizarre. La tempérance au Canada, c'était provincial, c'était pas provincial, c'était des territoires, etc. C'était très curieux, mais résultat, c'était la même chose. Au Canada, on produisait, mais on consommait très peu, sauf pour des raisons médicales, bien entendu. Et la prohibition américaine était encore plus stricte. Et ce fut le point de départ d'un commerce parfaitement légal chez nous. Et donc, Saint-Pierre est devenu, comme les Bermudes, comme la Jamaïque, une plaque tournante. Je ne sais pas si vous connaissez un certain McCoy, quand on dit The Real McCoy, un certain Bronfman, la famille Bronfman, ça vous dit quelque chose? Seagram, bon, ils ont commencé à Saint-Pierre. Certains vous diront qu'Al Capone est venu, bon, moi je mets ça plutôt dans le rayon des légendes, mais bon, écoutez, ça fait sourire les touristes, tant mieux. Mais il y a évidemment, qui dit trafic, il dit une banque. Eh bien, il y a une banque qui est arrivée à Saint-Pierre. La CIBC est arrivée à Saint-Pierre en 1919 pour s'occuper de la prohibition, parce qu'évidemment, les banquiers français ne voulaient pas toucher l'argent sale de la prohibition. Cette même CIBC a fermé les portes le 14 octobre 1939 suite à un incendie. Alors voici quelques clichés du centre-ville de Saint-Pierre, c'est des clichés extrêmement connus. On débarquait l'alcool à Saint-Pierre. Évidemment, on ne pouvait pas le transporter dans ces caisses du côté américain parce qu'il fallait les mettre dans des sacs de sel, il y a tout un tas de techniques pour dissimuler le trafic. Et le bois restait à Saint-Pierre, on construisait les maisons avec. Moi, j'ai vu des maisons qui étaient régulièrement retapées de l'intérieur, puis on voyait des caisses de whisky qui étaient utilisées comme contreplaquées. Il y a même une villa qui s'appelait la villa Cotissark, qui était connue du côté de Savoyard. Donc, c'était une ressource à ne pas négliger, les caisses de whisky. Très bien. À la fin de la Prohibition, eh bien, figurez-vous qu'il y a eu un enterrement à Saint-Pierre. Un enterrement de la Prohibition. Donc, il y a eu c'est peut-être forcément cette photo-là, mais il y a eu un cortège de camions qui a été jusqu'au cimetière pour marquer la fin de la Prohibition. Alors, il y a un petit texte assez intéressant de Georges Nessler-Tricoche qui vous parle de Saint-Pierre. Actuellement, la colonie en réserve 20 millions de francs. Alors, j'ai fait le calcul en euros modernes, c'est 11 millions d'euros. Et la ville a plus de 800 000 francs, c'est-à-dire 430 000 euros. Et ceci est un reliquat. Après l'exécution des grands travaux d'utilité publique, pendant quelque temps, Halifax fut un grand centre de contrebande de vin et eau-de-vie à destination des États-Unis, mais cela a fini naturellement par mettre le Canada dans une position embarrassante vis-à-vis de ses voisins du Sud. Les rum runners, coureurs de rhum, autrement dit vaisseaux contrebandiers, ont été contraints eux aussi d'émigrer à Saint-Pierre pour le plus grand bien de la colonie française. Le nouveau venu est frappé de l'activité qui règne sous le rapport des travaux d'utilité publique. On drague le port, on enfonce des piles, on construit des jetées, on élève des magasins, des entrepôts. Partout, c'est le bruit des marteaux, des pelles, des machines à vapeur. Et le 5 décembre 1933, fin de la Prohibition, enterrement symbolique et la colonie se réveille avec une gueule de bois. Alors, maintenant, on va passer à la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on est pratiquement à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Et en juin 1940, le traumatisme planétaire de la défaite française se refait ressentir jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre, comme le reste des colonies, tombe sous le joug du territoire de Vichy. Donc Vichy est à Saint-Pierre. Le gouverneur Gilbert de Bourna, le voici dans toute sa splendeur, particulièrement favorable à ce gouvernement de collaboration, imposait de manière zélée dans le territoire toutes les lois vichistes, jusqu'à l'interdiction de travailler par les Juifs. Il n'y en avait pas à Saint-Pierre, mais il a été jusqu'à faire passer les lois, les textes. Avec très peu de moyens, il a réussi d'obtenir quelques faveurs de Washington pour libérer quelques sommes à partir des réserves d'or françaises qui avaient été gelées aux États-Unis. Et le rationnement est de mise à l'époque, surtout pour le charbon. La société est alors profondément divisée. Vous avez la petite bourgeoisie, les fonctionnaires qui vont tenter par tous les moyens de légitimer ce régime, le régime de Vichy. C'est comme ça, on ne va pas changer les choses. Et ensuite, vous avez la classe ouvrière intellectuelle qui, elle, se montre extrêmement favorable aux thèses gaullistes. Donc, Saint-Pierre se retrouve profondément divisé entre une minorité légaliste et une majorité qui est, franchement, on va dire révolutionnaire, gaulliste, dans le sens premier du terme.
Nous avons tous Saint-Pierre-et-Miquelon dans nos familles, un oncle, une tante, même plusieurs qui sont partis rejoindre la France libre, rejoindre les FFL, les FNFL. Et ce qui va précipiter les événements à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une question technologique. À Saint-Pierre, vous avez un très puissant émetteur de TSF qui est écouté à travers les provinces maritimes et le Québec. C'est inquiétant pour le gouvernement fédéral canadien parce que la propagande de Vichy est favorablement perçue par les Canadiens français. C'est famille, travail, patrie, c'est côté un peu religieux, etc. Ça rentre très bien dans un Québec à l'époque sous le joug de l'Église. Et donc ça gêne quelque part les fédéralistes. Et pire que ça, pire que la propagande, c'est la diffusion des bulletins météo. On est en temps de guerre et Saint-Pierre continue à diffuser des bulletins météo. Ce qui veut dire que les U-boats allemands savent exactement où sont les convois. Alors, le gouvernement canadien est très inquiété, notamment Mackenzie King, qui prépare un projet d'invasion des îles. Top secret, hein, top secret. Donc, il y a un commando qui a été entraîné pour l'opération Q, qui était en Nouvelle-Écosse. Ils ont passé leur temps dans la Gadoue à s'entraîner pour débarquer à Saint-Pierre. Et entre-temps, celui qui a eu vent de cette histoire, eh bien, c'est De Gaulle. Et craignant... Alors, la seule chose qui a un peu embarrassé Mackenzie King, c'était comment le Québec percevrait l'attaque d'un territoire français par un gouvernement impérialiste canadien, anglo, c'est difficile. Donc, attaquer des Français du point de vue québécois, c'était absolument inimaginable. Donc, Mackenzie King fait un petit peu marche arrière, il ne fait rien. Mais pendant ce temps-là, les Américains, ils disent non, attention, c'est le régime de Vichy, c'est le seul régime légal, c'est un territoire neutre, nous, on ne va absolument rien faire. Et bien là, De Gaulle décide d'envoyer et de brûler en même temps l'amiral Muselier. Il lui dit, écoute, tu vas à Terre-Neuve, tu vas en Nouvelle-Écosse, tu fais quelques exercices avec le Surcouf et puis tes navires. Puis dès que l'occasion se présente, tu vas à Saint-Pierre, tu prends le territoire. Donc c'est arrivé la veille de Noël 1941. Les forces FFL, FNFL décident de débarquer et de rallier Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça a pris 5 minutes, hein, c'est pas compliqué. On met le gouverneur sur le bateau, on demande aux gendarmes de rendre leurs armes, et puis voilà, Saint-Pierre est devenu territoire de la France libre. Alors évidemment, fureur des États-Unis, le secrétaire d'État américain, Cordell Hull, au nom de la doctrine Monroe, vous savez, cette doctrine qui dit qu'aucun territoire ne doit changer de statut en Amérique du Nord sans le consentement de Washington, dit « Oh, il veut le départ des so-called Free French ». Il ira même jusqu'à menacer d'envoyer l'Arkansas, un navire de guerre, pour remettre le régime de Vichy à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, on est le jour de Noël. Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, Cordell Hull, Charles de Gaulle, Mackenzie King sont tous en train de se taper les uns sur les autres autour de Saint-Pierre-et-Miquelon, en pleine guerre mondiale. C'est Churchill qui a réussi à calmer le jeu en disant « Écoutez, j'étais au courant, c'est pas vrai ». Il calme les Américains, il y a une espèce de négociation bizarroïde, voilà, la première page du New York Times, hein. Free French Seas, Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce qui a sauvé Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est pas les Américains, c'est l'opinion américaine. L'opinion américaine était tellement heureuse d'avoir une bonne nouvelle en ce début de la guerre. Ça y est, une victoire, on est avec les Français libres, super, c'est génial. L'opinion a vraiment engrangé, si vous voulez, la suite des événements. Et Churchill a joué le jeu avec Charles de Gaulle pour faire un référendum à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par la suite, il y a un petit film qui a été fait par un réalisateur juif égyptien, Victor Stoloff, qui a été nominé aux Oscars de 1942. Ça s'appelle Les îles de la liberté. C'est un bijou de propagande, je vous le conseille si jamais vous pouvez le voir un jour. Ça passe peut-être sur TCM, on ne sait jamais. Et voilà, donc Muselier, l'amiral Muselier quittera les îles et il nomme un gouverneur, je ne sais pas si vous le connaissez, Alain Savary, qui devient donc gouverneur de Saint-Pierre jusqu'en 1943. Très vite après ça, les îles retombent dans l'oubli, on n'en parlera plus. Évidemment, à Saint-Pierre, la Deuxième Guerre mondiale a été extrêmement difficile parce que ce sont plus de 40 hommes qui sont morts, une trentaine d'hommes qui sont morts sur 2 corvettes, le Mimosa qui a été torpillé et l'Alice, et il y a un Saint-Pierre qui a même été fusillé par les Allemands. Donc ça a quand même touché Saint-Pierre jusque dans son cœur. Donc voilà pour la Deuxième Guerre mondiale. Voici un exemple de texte, hein, vous voyez, donc... c'est des textes ultra secrets de l'époque. Vous avez l'amiral Leahy, qui était l'amiral américain qui essayait de un peu arranger les choses avec Vichy. Vous avez l'amiral Darlan qui veut régler l'affaire de Saint-Pierre. Ils sont tous en train de s'écharper pour une petite île. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ça avait son importance. On arrive à la décolonisation. Vous allez dire, décolonisation à Saint-Pierre-et-Miquelon, vous rigolez. Mais si.
Saint-Pierre et Miquelon, à l'époque, ce sont des billets de francs CFA. Vous voyez, ça représente le paysage de Saint-Pierre, que vous connaissez tous, avec une Saint-Pierraise, voilà. Là, ici, vous avez donc l'habitation classique d'un Saint-Pierrais. Voilà. Il y avait un esprit colonial, mine de rien. Donc, Saint-Pierre se retrouve dans sa spécificité, son exceptionnalisme, et elle se retrouve dans la périphérie de l'Empire français. On parle de l'Indochine comme d'un joyau. Saint-Pierre, on parle d'un confetti. On est le seul reliquat de la Nouvelle-France, de la première colonisation, qui se retrouve dans la deuxième empire colonial français. Alors, il n'a pas été rare d'entendre des termes comme confetti d'empire, et vous allez m'excuser, mais des gens nous traiter de nègres blancs. C'est un terme qu'on a entendu à Saint-Pierre. C'est dans ce contexte de paternalisme un peu hexagonal que l'archipel a vécu aussi sa révolution tranquille, une prise de conscience de son identité dans les années 60-70. On avait des gouverneurs et des préfets particulièrement difficiles, ils l'ont appris, qu'il ne fallait pas trop jouer avec les Saint-Pierrais et les Miquelonais. Les années 60 ont vécu un petit peu leur évolution. Et donc, la politique est tombée entre les mains des indigènes dans les années 60-70. Les parachutages, c'était terminé. Avant ça, on envoyait Jacques-Philippe Vendroux, neveu de De Gaulle, neveu d'Yvonne. On envoyait, par exemple, Alain Savary. On envoyait toutes les grandes éminences, ces intellectuels qui venaient nous dire « Pauvre petit Saint-Pierre, pauvre petit Miquelonais, vous ne connaissez rien à la France. On vous représentera, petit collant. » Eh bien non, dans les années 60-70, eh bien, on a remplacé ces gens-là par Albert Penn, par Marc Plangenet, par Gérard Grignon. C'était une prise de conscience qu'on pouvait se représenter nous-mêmes. On était aussi dignes que n'importe quel compatriote. À cette époque-là, la pêche reste la seule industrie et la seule raison d'être du territoire, mais l'accès aux eaux françaises et canadiennes par les flottes d'Espagne, du Portugal, de Corée et d'Union soviétique aboutira à la destruction des bancs de Terre-Neuve. Alors, petit graphique. J'ai trouvé ça sur Wikipédia, c'est pas plus compliqué. Vous avez là la pêche canadienne et les autres pays sur les bancs de Terre-Neuve. Pour vous donner le détail, voilà, on dit Russie, c'est l'Union soviétique. Comme l'a dit Guy Paturel dans une interview sur France Inter, on avait l'impression de voir une ville flottante, tellement on voyait ces bâtiments soviétiques allumés sur les bancs de Terre-Neuve. C'était des villes flottantes qui venaient racler le fond de l'océan. Les Allemands, pareil, qui venaient à Saint-Pierre. Les Français, les Portugais, les Espagnols, les Américains, les Groenlandais, tout le monde raclait le fond des bancs de Terre-Neuve. Je me permets une petite parenthèse. Il y a un bar à Saint-Pierre qui est tenu par un Basque, un des derniers marins qui était venu d'Espagne, Tchétcho. Et un jour, je lui dis, mais dis-moi, Tchétcho, c'était comment les marins des différents pays ? Oh, il me dit, tu sais, les Français, c'était les pires. Ils venaient ici, ils se saoulaient la gueule, ils cassaient tout. Bon. Les Allemands, ils rentraient, ils se saoulaient la gueule, ils cassaient tout. Mais le lendemain, ils venaient, ils payaient tout. Donc vous voyez, chaque pays avait sa réputation dans les bars de Saint-Pierre. On préférait tous ces Espagnols parce qu'une fois bourrés, les Espagnols, ils chantaient dans les rues de Saint-Pierre jusqu'à 3h du matin. Puis ça mettait de la vie, c'était agréable. J'ai le souvenir d'entendre des chants espagnols. Je me souviens par exemple de marins espagnols rentrant dans le magasin. Mon père avait une espèce de dépanneur, comme on dit ici, un magasin à Saint-Pierre. Et ils arrivaient, puis ils avaient une énorme queue de thon qu'ils jetaient par terre. Moi, je voyais cette énorme queue de thon. Puis il négociait avec mon père queue de thon contre paquet de cigarettes, vin, whisky, alcool, etc. C'était vraiment du troc. C'était une très très belle époque. Évidemment, ça a très mal fini avec la question territoriale. Alors, elle commence en 77. Il y a un accord qui est signé en 72 entre la France et le Canada pour une espèce de petit bout de la frontière entre les parties qui se regardent, si vous voulez, mais pas le reste. La France, elle veut carrément un quart des bancs de Terre-Neuve, au nom de l'équidistance. De Gaulle, histoire de marquer le coup, il donne carrément ça c'était dans les années 60, des permis d'exploitation à Elf-Aquitaine. Évidemment, on n'a jamais fait d'exploration à Elf-Aquitaine, mais cette histoire d'embêter les Canadiens pour dire regardez, oui, c'est terre française, on va faire l'exploration d'hydrocarbures. Ça n'a rien donné. Et donc, résultat, vous avez un tribunal international qui a été formé en 1992 de 5 juges. Édouard Jiménez de Arachega du Uruguay, qui était le président, Gaetano Henriago Ruiz d'Italie, Oscar Satcher des États-Unis, Alan Gottlieb pour le Canada, Prosper Veil pour la France. Alors moi, j'en parle pas trop dans la présentation, mais les Canadiens, les petits filous qu'ils étaient, ont utilisé le réseau Échelon, réseau d'espionnage international, pour espionner la partie française. Donc ils connaissaient déjà le mémoire français avant le tribunal international. Résultat, 1992, la décision est prise, on va faire une zone. Alors tenez-vous bien. On va vous donner, alors déjà ça c'était 1972, on va vous donner un petit 24 000 par ici, puis on va vous donner un corridor qui va aller aux eaux internationales, voilà, qui va faire 200 000 de long, 10 000 de large. Il n'y a aucune ressource halieutique ici, c'est pas grave, mais vous avez accès aux eaux internationales. Mais les Canadiens, il y a l'île du Sable, on va entourer les Français. Résultat, vous avez ce qu'on appelle la fameuse baguette qui mène nulle part. Décision qui ne peut pas être
contester, étant donné que les partis s'étaient assurés que c'était une décision commune et un arbitrage indiscutable. Donc on arrive donc aujourd'hui au fameux plateau continental, parce que les 200 000 c'est une chose, mais là maintenant les territoires respectifs peuvent réclamer le plateau continental. Et là, à Saint-Pierre-et-Miquelon, on a eu la brillante idée d'avoir une zone territoriale dite contiguë. On réclame carrément tout ça au nom de la France. Évidemment, il y a des dossiers qui ont été déposés au niveau des Nations Unies, UNCLOS. Et m'exprimer davantage sur ce sujet ne serait plus une question politique, une question historique, pardon, mais une question politique. Donc c'est la fin du mandat de cette présentation. Je ne peux pas aller plus loin, ça devient de la politique. Donc voilà, les îles Saint-Pierre-et-Miquelon, vous voulez en savoir plus. Il y a le fameux Grand Colombier, je fais la pub pour mon site web, 2900 documents qui sont surtout des sources primaires. Gallica, la Bibliothèque nationale de France, vous tapez le mot Miquelon, il y a comme 40 000 documents qui vont sortir, de qualité inégale. Il y a la British Library, bien sûr, qui a des archives, mais eux, il faut toujours payer. Vous avez le musée de Saint-Pierre, les archives de Saint-Pierre, qui ont un fonds extrêmement intéressant, qui a été en partie détruit lors d'un incendie, mais dont on espère pouvoir récupérer la majorité. Et bien sûr, le livre de Jean-Yves Ribaud, à qui je consacre cette présentation. Et j'ai un petit texte ici, vous voulez aller un peu plus loin, différents textes que vous pouvez consulter. J'en recommande deux. Un livre qui a été écrit par un professeur de l'Université de Toronto sur l'affaire de Vichy, Douglas England, qu'on peut trouver à l'Université de Toronto. Et ensuite, une étude qui a été faite par un anthropologue américain de l'université Harvard, qui a passé 3 étés à Saint-Pierre, travaillant comme bagagiste à Air Saint-Pierre pour devenir ami avec tout le monde. Et dans sa thèse, ça s'appelle Divided Islands. Et il retrace la généalogie de toutes les divisions à Saint-Pierre. Vichy, De Gaulle, pro-balénard, anti-balénard. On voulait faire une usine à baleines à Saint-Pierre. Et ceux qui étaient pour et contre. Contre la Maurice française, pour la Maurice française. Donc il y a une division permanente à Saint-Pierre. Un peu plus tard, évidemment, c'était les gaullistes, les anti-gaullistes, etc. Mais gaullistes dans le sens 5e République. Donc c'est une île qui a été extrêmement divisée dans son histoire. Et l'étude de cet anthropologue a été rédigée en anglais seulement. Il est peu connu à Saint-Pierre, mais mérite le détour. Donc voilà pour cette présentation. Après 500 ans, l'archipel de Saint-Pierre se cherche un avenir économique. Est-ce que ça sera le tourisme ? Est-ce que ça sera autre chose ? L'avenir le dira. Et je profite donc pour vous remercier la Société d'Histoire pour avoir fait cette très brève présentation sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Merci. Tu seras là-bas sur les bancs de Terre-Neuve. Ah, dis-moi, beau gabier, comment mangeras-tu? On nous fait manger des têtes de morue blanche, mais ça ne remplace pas la bonne soupe aux choux. Quand tu seras là-bas sur les bancs de Terre-Neuve, ah, dis-moi, beau gabier, du vin en boiras-tu? On nous donne à boire que de l'eau croupille, le bougeard en goût, ça n'est pas pour nous. Quand tu seras là-bas sur les bancs de Terre-Neuve, ah, dis-moi, beau gabier, quel argent gagneras-tu? On nous fait travailler, suer sang et larmes,